Dans cette vidéo, on va prendre une base de code imbitable. Il y a des if et des for imbriqués de partout, et comme tu dois t'en douter, il y a zéro test. Tu vois le genre de code où tu tombes dessus et tu te dis « c'est bon, je vais poser 2 semaines de congé ». Bref, le genre de code où il n'est pas spécialement agréable de contribuer, pour pas dire désagréable. Ce qu'on va faire toi et moi, c'est qu'on va revoir tout ça. Petit à petit, on va rendre le code plus lisible, plus maintenable et plus simple. On va parler de pas mal de choses. De tests, de baby steps, de refactoring, de design pattern. Si j'ai bien fait mon taf, à la fin de la vidéo, tu devrais avoir à ta disposition une méthodologie et pas mal d'outils pour faire face à ce genre de code récalcitrant. Et même avec un petit peu de chance, tu seras peut-être un peu plus enthousiaste à l'idée de toucher à ce genre de code legacy. Salut, moi c'est Fabien, ça fait 11 ans que je suis dans la tech, le développement et l'infrastructure. Aujourd'hui, je suis freelance en tant que tech lead dans une équipe de platform engineering au sein d'un grand groupe du retail sportif. Et ici, je te partage un petit peu tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me fait kiffer à propos du développement, du code, du web, de l'infrastructure. Et si par la même occasion, je peux t'apprendre 2 ou 3 choses intéressantes en passant, c'est encore mieux. Ok, bah on est parti. Et je vais commencer par un truc que je t'ai pas dit. Et j'ai un petit secret pour toi. Ce genre de code, c'est mon petit plaisir, c'est mon péché mignon. Je surkiffe ce genre de code à refactory. Qu'est-ce qu'on va faire toi et moi? On va faire un exercice un peu particulier qu'on appelle un kata. Et alors un kata dans le domaine du développement et même dans d'autres domaines, notamment les arts martiaux, c'est un exercice simple mais réaliste qui va te permettre de t'entraîner sur une ou pratique différente dans le but de t'améliorer. Ok, on est parti. Je nous ai préparé un dépôt GitHub avec tout ce qu'il nous faut pour nous lancer sur l'exercice. Direction github.com sur cette URL et on va utiliser GitHub Codespaces. Donc on commence par les spécifications. On est donc dans l'auberge de la Rose Dorée qui est tenue par une sympathique aubergiste nommée Alison qui vend des produits qui périment et déprécient avec le temps. Et on est dans une situation qui nous arrivera ou qui nous est déjà tous arrivé, à savoir qu'on arrive sur une base de code qui ne nous appartient pas, qui a déjà été développée par quelqu'un qui n'est plus là. Ici, c'est le cas de Leroy, qui est un type sérieux apparemment, et qui est parti vers de nouvelles aventures. Maintenant, Alison, elle souhaite ajouter une nouvelle fonctionnalité. On a donc une base de code qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et on a besoin d'y ajouter un nouveau comportement. On va maintenant se plonger dans le fonctionnement existant. Donc on a dans ce code des items qui ont une valeur ceiling et une valeur quality qui diminuent d'une unité à la fin de chaque journée. Donc on a un ceiling à 2 et une quality à 2, à la fin de la journée ils vont passer à 1. Évidemment on a pas mal d'exceptions et de comportements particuliers, notamment la quality qui va diminuer 2 fois plus vite lorsque la date limite sera dépassée, donc lorsque le ceiling sera à 0 j'imagine. On a des items particuliers, on a du aged brie, du sulfuraz, des backstage passes, et je crois que c'est tout. On ne rentre pas dans le détail tout de suite, mais ces items vont avoir un fonctionnement différent. Vient ensuite la nouvelle fonctionnalité. Il se trouve que Alison a un nouveau fournisseur qui lui fournit des items qui sont conjurés et qui ont une quality qui va se détériorer 2 fois plus vite que les items normaux. Et alors on a un cadre particulier, et ça c'est relativement classique quand on arrive sur un système existant. Notre code est exposé d'une certaine façon, donc il y a un contrat de consommation. En l'occurrence ici, on n'a pas le droit de modifier la méthode updateQuality, qu'on verra tout à l'heure, et on n'a pas le droit de modifier la classe item, ni la propriété items. Donc on va voir ce que ça signifie dans le code source. Mais on a donc des contraintes sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire parce que notre code est consommé avec un contrat d'interface particulier. Maintenant qu'on a fait le tour des spécifications, on va se plonger dans le code. On a donc 2 modules principaux Python, un qui s'appelle in, pour auberge en français, et un qui s'appelle main. Le code qu'on va principalement manipuler, c'est celui qui est dans in.py, et notamment la classe Gilded Rose, et la classe item aussi. Donc voilà l'étendue des dégâts. On a une classe avec une fonction updateQuality
qui est relativement complexe. Alors il n'y a pas beaucoup de lignes de code, certes. On a 36 lignes de code pour la classe Guided Rose. Mais on se rend compte que dans ce petit nombre de lignes de code, on a beaucoup de branches conditionnelles et une belle boucle for. Donc concrètement, quand on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, ça va devenir relativement complexe. On a une classe item qui est relativement classique avec quelques attributs d'instance et pas beaucoup de comportements. Maintenant, si on se plonge dans main.py, ça c'est typiquement le point d'entrée. On ne va pas y toucher du tout et ça nous montre un exemple de consommation. Avant d'aller plus loin, il y a potentiellement quelque chose que vous avez remarqué, c'est mon éditeur de code, donc VS Code, qui est en train de me râler dessus. Alors pas trop violemment, on n'a pas grand chose de très rouge, mais on a pas mal de petits indicateurs qui nous disent que, attention, il manque certains trucs, attention, il y a quelques petits problèmes à droite à gauche. Pour ça, on va s'aider d'outils d'analyse statique de code. C'est plutôt classique, peu importe le langage de programmation que vous allez utiliser, mais c'est d'autant plus important pour Python qui a un typage faible et dynamique. Dans notre cas, on va en utiliser 3. On a PyLint, qui est une référence qui a plus de 10 ans. Ensuite, on va utiliser 2 Cool Kids, un outil qui s'appelle Pyrite et un outil qui s'appelle UV. Alors pour la suite, je vais le faire en accéléré et on reparlera un petit peu après de ce que j'ai pu ajouter. Ça y est, on a terminé. Je vous fais un petit tour du propriétaire. J'ai pas mal fait usage d'annotation désactivation de lint. Alors, c'est fait sciemment. On va éviter de le faire en général quand le linter, quand un outil d'analyse statique de code nous râle dessus, c'est qu'il y a une raison. La raison pour laquelle je ne fais rien pour l'instant, je vais vous en parler juste après, mais pour vous résumer la chose, je ne veux pas être intrusif, je ne souhaite pas faire de modification de code tout de suite. Donc, il a râlé parce que la classe avait trop peu de méthodes publiques, et donc il y avait assez peu d'intérêt d'avoir une classe pour faire ça. Ici, le classique, il nous râle dessus, et il a bien raison, parce qu'il y a trop de branches conditionnelles, trop de blocs qui sont nestés. Ici, on pourrait faire ça différemment. Ensuite, pareil pour item, trop peu de méthodes publiques. Ici, on pourrait utiliser une f-string, et il manquait pas mal de docstring. Le main, j'ai simplement tout désactivé parce qu'on n'a pas le droit de toucher à ce module. Et pour les tests, il manquait juste 2-3 petites choses. Quelques docstrings, et on avait également l'utilisation d'une star, donc d'une étoile pour l'import, ce qui est généralement peu recommandé. Donc j'ai corrigé ça. Pour la suite, on va parler tests. Pourquoi parler de tests? Parce qu'il y a un concept essentiel dans le refactoring, c'est qu'il est interdit de toucher à du code sans qu'il soit au préalable testé. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'avant de faire la moindre modification, il va falloir qu'on s'assure que le comportement est bien celui qui est attendu. Ça va nous permettre quelque chose de super simple, c'est d'avoir une feedback loop, donc une boucle de rétroaction, qui est très courte. On va faire une modification, et dès lors qu'on l'aura faite, on pourra faire tourner la suite de tests qui nous dira si la modification a eu un impact sur le comportement attendu. Et ça, c'est essentiel. Parfois, c'est pas simple. Donc les tests, ça peut être des tests unitaires, des tests d'intégration, ça peut être des tests qui sont relativement haut niveau. On va juste lancer, un serveur web, et puis on va faire des requêtes sur un jeu de données particulier pour s'assurer que tout fonctionne. Ou alors ça peut être de simples tests unitaires. Et dans le pire des cas, pour des bases de code qui sont extrêmement complexes et peu, voire pas testables, ça pourrait être des tests manuels. Mais là, pour le coup, la feedback loop est quand même beaucoup plus longue. Et il y a beaucoup plus de risques d'introduire une régression pendant le refactoring. Avant d'aller plus loin, dans les tests, on va faire un petit truc que j'aime faire assez souvent, c'est-à-dire qu'on va créer un commit. Donc je vais faire tourner les tests avec un petit raccourci, et ça nous montre déjà quelques petites choses intéressantes. Alors on a une erreur, et on a quelques indicateurs de couverture de test. Ici, il nous dit que il n'a pas ce qu'il attend
dans l'assertion. Donc effectivement, le name n'est pas fix me, a priori ce serait faux. Ensuite, je parlais de couverture. Et ben là, on a pas mal de données intéressantes. Et il nous dit que notre code est couvert à 56%. Pour ceux qui ont déjà utilisé la couverture de test, vous devez savoir que c'est effectivement une super métrique à suivre. Par contre, elle ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Et ici, on a le meilleur des exemples. On a un test qui vient faire une seule assertion et qui arrive déjà à parcourir 56% du code de l'implémentation. Donc concrètement, on a une couverture qui est pas trop mauvaise, 56%, c'est plutôt pas mal. Par contre, on a une profondeur de test qui est désastreuse. On ne va tester aucun comportement. Les deux seules choses qu'on va tester, c'est que on n'a pas d'erreur qui est retournée pendant le traitement et qu'on a une assertion sur le nom d'un item. C'est-à-dire qu'on s'assure que le nom de l'item n'a pas été modifié. Mais c'est vraiment les seules choses qu'on va vérifier dans le comportement. Donc finalement, on a un test de comportement de code qui est très pauvre. Donc pour la suite, je vous propose de faire un petit truc en particulier. Il se trouve que finalement tous les comportements importants de l'application sont décrits dans les spécifications. Donc on va se faire des petites checkbox qu'on va pouvoir cocher au fur et à mesure qu'on ajoute un test qui vient tester ce comportement. Pour commencer, on va tester que la qualité décroît avec le temps. Donc, ici, on va essayer de donner un nom de test assez parlant. Donc, test quality decreases over time. Ici, on a Copilot qui va nous proposer une docstring plutôt cool. On va utiliser un petit peu ce qui nous est fourni ici. Et pour ça, on va utiliser un petit pattern de testing qui utilise l'acronyme AAA, qui est ici Arrange, Act, Assert. Donc là, pareil, je vais utiliser Copilot et qui fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc on a un item qui s'appelle foo. Alors, il y a un truc qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une signature spécifique pour rendre le test un petit peu plus lisible. Donc on a un item avec une qualité de 20, on ajoute ces items à Gilded Rose, on va mettre à jour la qualité et on va s'assurer que le premier item, qui est le seul item, a une qualité qui est passée de 20 à 19. Si on fait tourner ça, le test fonctionne, tout est bon. Pour la suite, test, il nous propose quelque chose de plutôt pertinent, mais on va plutôt tester la sell-in date, pardon. Test sell-in date decreases over time. Ok, très bien. Et bah c'est parfait, en plus le test est de bonne qualité. On a une sell-in à 10 et à la fin du traitement on se retrouve avec une sell-in date à 9. Parfait. Pour la suite, on va tester que la qualité se dégrade 2 fois plus vite une fois que la sell-in date est passée. Donc, test quality degrades twice as fast after sell-in is date is passed. Donc, vous voyez que je passe quand même pas mal de temps à décrire ce que je souhaite tester et dans quelles conditions. Ici, on a une sell-in date à 0, une qualité à 20. Hop, et en plus, on a un petit commentaire sympathique de Copilot. Donc là, je suis plutôt OK avec ça. Et c'est vert, parfait. D'ailleurs, vous remarquerez quelque chose de super important. Je rentre pas dans le détail, c'est un concept qui nous vient du DDD, du Domain Driven Design, et ce concept c'est le Ubiquitous Language. Concrètement, c'est le fait d'utiliser une terminologie qui corresponde exactement
à ce qu'on est en train de faire. Donc là, concrètement, j'ai utilisé un mauvais verbe tout à l'heure, je parlais de decrease, et en plus j'ai fait une faute. On va plutôt parler de dégradation de la qualité. Donc degrades over time. Parfait, si je fais tourner les tests, c'est au vert. Ensuite, voilà. Alors non. Test quality. Ouais, alors c'était celui qui... Je sais pas si vous avez remarqué, c'est celui qui me propose depuis tout à l'heure. J'aime pas trop ce qu'il a utilisé comme mot. On va plutôt utiliser ce qu'il avait proposé. Voilà, cannot go below 0, donc c'est cannot get negative. Parfait. Qu'on a une selling date, bon, on va dire qu'elle pourrait être à 10. Quality à 0. Et on peut s'assurer que la qualité est bien à 0 et non pas à -1. Parfait. Si on retourne dans les spécifications et qu'on fait un petit peu le tour de ce qu'on a pu tester. Donc là, on a testé la selling date, la quality et le fait que ces deux valeurs diminuent avec le temps. On a testé que la quality, donc la qualité se dégradait 2 fois plus vite une fois que l'item avait périmé. Et on a testé que la quality n'était jamais négative. Et bah, je vous propose de passer sur l'Aged Brie. On va donc tester ça. Ici, on a une suggestion de Copilot qui est pas incroyable. Et je vous parlais tout à l'heure de Ubiquitous Language. Alors ici, je vais utiliser un verbe particulier. En français, je voulais dire bonifier. Concrètement, le brie, le vieux brie, se bonifie avec le temps. Et en anglais, le verbe c'est ennoble. Donc test aged brie ennobles over time. Over, il n'est pas content. Over time, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du vieux brie, une selling date à 20. Parfait. Non, ça m'a l'air pas mal. Pardon, hop. C'est donc vert, parfait. Alors, il y a un truc qui m'embête, et je vais le faire tout de suite, c'est qu'ici, on a... Alors, c'est un peu le problème de l'implémentation, c'est que ça utilise des chaînes de caractères sans passer par des constantes. Donc, je vais en introduire une tout de suite. Aged brie, hop, qu'on va utiliser ici. Test que tout tourne, et c'est parfait. Ensuite, on va tester que la qualité ne peut pas dépasser 50. Alors là, il y a quelque chose d'assez particulier. Je vais pas parler du vieux brie, je vais parler de quality. Test quality does not, alors c'est pas does not, c'est cannot exceed 50. Alors ici c'est un peu particulier. On a une qualité à 50, une selling date à 10. Donc on va tester qu'on ne dépasse pas les 50 et qu'on reste à 50. Ici on va être... alors ici c'est pareil. Les spécifications elles sont super importantes. Elles disent que la qualité d'un item ne peut pas dépasser 50. Elles ne parlent pas de la qualité d'un item en particulier. Elles parlent d'un item. Sauf que la règle de base c'est que un item se déprécie avec le temps. Il ne s'apprécie pas. Donc ça veut dire que la qualité par défaut va baisser, elle ne va pas monter. Et donc pour tester ce comportement, il va falloir qu'on utilise un item qui se bonifie avec le temps, qui s'apprécie avec le temps. Donc concrètement, on va être obligé, dans ce cas-ci, d'utiliser du vieux brie. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas important pour notre test. On reviendra un petit peu tout à l'heure où je vais parler de builder, mais en tout cas, quand on lit ça, l'intention de test, elle est claire dans le nom du test, mais ça ici, ça brouille peut-être un petit peu les pistes. Donc ici, il a persisté avec son brie âgé, son vieux brie, ce que je ne veux pas. Pour la suite, il y a une règle qui n'est pas explicite, mais qu'on va devoir tester. On va tester la combinaison de 2 règles de gestion. La première, c'est que le vieux brie se bonifie avec le temps, mais ensuite, qu'une fois que la date limite est dépassée, le vieux brie va se bonifier encore plus vite. Et voilà, et en plus, Copilot a compris ce que je voulais faire. Donc test aged brie quality increases, donc on va dire, plutôt parler de ennobles pour utiliser la terminologie qu'on utilise depuis tout à l'heure. Ennobles twice as fast after selling date is
passed. Alors dans notre cas je le ferai pas, mais pareil, toujours quitte à parler de terminologie, after the selling date has passed, concrètement ce qu'on veut dire c'est que une fois que l'item est périmé, je pense qu'on peut introduire la notion de péremption. On le fera pas ici. Donc quality 20, quality 22 après le traitement, avec une selling date à 0, et les tests sont au vert, c'est parfait. Alors pour marquer le coup, on va se faire un petit commit. Test, et donc test quality and sell in date behaviors. Et voilà. Pour la suite, on va pas ajouter de nouveaux tests, on va essayer d'améliorer nos tests. Tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement d'intention de test, et donc de faire en sorte qu'elle soit la plus visible possible. Le but, c'est que notre code de test soit lisible simplement, et qu'on comprenne ce qu'il souhaite tester comme comportement concrètement. Pour ce faire, on va utiliser un design pattern de test qui s'appelle le builder pattern. On va créer des items avec une classe qui va nous aider à rendre l'intention plus visible. Pour ce faire, on va créer un nouveau module, et alors je vais allègrement copier-coller un petit quelque chose que j'avais préparé. Donc ça ressemble à ça. Il y a plein de façons de le faire, là j'utilise une data class, on a une classe qui s'appelle item builder, et tout à l'heure j'ai commencé à introduire un petit peu de terminologie, on continue, ennobles, sell date quality, ça ne bouge pas, expired, je parlais de péremption tout à l'heure, donc on ajoute cette terminologie dans le test. Donc with quality, expired, sell in, ennobling, et ensuite on a le build à la fin. Donc concrètement, vous allez peut-être pas forcément saisir ce que ça fait pour l'instant, mais on va voir comment est-ce qu'on va consommer ce builder dans les tests. Et ici j'ai une petite fonction helper qui me permet d'être encore plus lisible. Donc là tout à l'heure je vous parlais du vieux bris qui brouillait un petit peu les pistes parce que finalement on va pas tester le vieux bris, on veut tester que n'importe quel item qui se bonifie avec le temps ne peut pas dépasser une qualité de 50. Donc ce qu'on va faire, on va changer un petit peu tout ça. Et donc on va avoir un item. Alors, Copilot a presque raison, on va juste tester avec une qualité de 50. Ici, il nous remplace de supprimer ça. Selling date à 10, oui. Et à la limite, je vais même retirer la selling date, vous allez comprendre pourquoi. Parce que par défaut, on n'est pas sur une exception. On a une selling date à 4, donc on n'est pas à 0. Et donc là, si on fait tourner les tests, normalement, c'est au vert. Parfait. Donc là, concrètement, l'intention de test, dans le arrange, elle est beaucoup plus explicite. On a un item qui se bonifie avec le temps avec une qualité de 50, et on veut tester que sa qualité ne bouge pas. Donc maintenant, on va faire la même chose pour tous les tests. Comme à l'accoutumée, on va ajouter l'intégralité du working directory et on va créer un petit commit. Je vais plutôt parler de refactoring. Introduce an item builder in test. Ensuite, si on prend les spécifications, on va passer au sulfuras qui est un item légendaire. Donc c'est parti, test. Never sells, ok d'accord. Donc on va pas parler de sulfuras, on va parler de legendary items, never sells and never degrades. Je suis pas trop fan. Parce que là on dit que ça ne se vend jamais, ce qui est pas le cas. Ça peut se vendre, c'est la selling date qui ne peut pas bouger. Selling date and quality do not. Je vais utiliser decrease pour les deux. Parfait. Hop. Copilot qui nous génère 2-3 trucs intéressants. Alors petit test, tiens, on va essayer de faire tourner les tests.
assertion error. 78, 80. Alors là, ici, il a fait n'importe quoi. Une quality à 80, comme on a vu, c'est pas possible. Donc on va plutôt partir sur une quality à 10, une selling date à 5. Il nous manque quelque chose. On va faire legendary. Donc on veut un item qui soit légendaire avec une qualité de 10, une selling date à 5. Et donc on veut tester que ça ne bouge pas. Alors évidemment, là ici il va râler parce que cette méthode legendary n'existe pas. Donc on va l'ajouter au builder. Je vous le fais en accéléré. Maintenant, est-ce que c'est mieux ou pas? Donc il n'aura plus. Est-ce que les tests fonctionnent? Les tests fonctionnent, c'est parfait. On va donc cocher la petite case qui va bien. Sulfuras. Et on va créer un petit commit. Maintenant, il ne reste plus grand chose à tester pour avoir une bonne couverture de test. Si on regarde du côté de la couverture, ici on voit que les branches conditionnelles qui restent concernent justement les backstage passes. Ici différent d'eux, la ligne qui manque c'est le else. Et effectivement, si on regarde dans les spécifications, alors un item ne peut jamais voir sa quality dépasser 50, oui donc ça on l'a testé. Hop, et il va nous rester les backstage passes. Vous avez saisi une majorité de mon approche du testing, donc pour les backstage passes, je vais vous le faire en accéléré. Ok, on y est. Donc, je teste que les backstage pass se bonifient avec le temps, qu'ensuite, leur qualité double, une fois qu'ils sont en dessous de 10 jours, et 3 fois plus lorsqu'ils sont en dessous de 5 jours, et ensuite, je vérifie que leur quality passe à 0 lorsque ces passes expirent. Ensuite, si on regarde du côté de la couverture, alors on a 97%, où sont les 3% restants? Ils sont ici. Donc globalement on a testé tout le comportement qui nous intéressait. Ici je ne vais pas tester la méthode magique qui permet d'avoir une représentation sous forme de chaîne de caractères d'une instance. Donc on va considérer que la passe de test est terminée. Maintenant, on passe à l'étape la plus intéressante, celle du refactoring. Comme je le disais au début de la vidéo, on a à notre disposition une bonne suite de tests à présent. On a une très bonne couverture de tests et une profondeur de test que je considère comme étant plutôt suffisante. Ça veut dire que lors de nos prochaines itérations, on va pouvoir s'assurer très facilement qu'on n'a entraîné aucune régression. Et donc là, en termes de sérénité, on est plutôt pas mal. Premier item sur ma liste, le cycle de vie des items. Comme on peut le voir dans la méthode Update Quality, on a ce qu'on appelle beaucoup de mutations. Donc on a une variable d'instance qui s'appelle items, sur laquelle on va itérer et on va y faire donc quelques accès, puis voilà, vient le moment lors du selling et de la quality où on va muter chaque instance qui fait partie de la liste. Donc ça pour le coup, ça fait que je suis moyennement serein sur le cycle de vie des items. Donc il y a quelque chose il y a un principe que je vais vouloir ajouter, qui est un principe d'immutabilité. Première tentative que je vais faire, c'est de rendre la classe Frozen. Donc je vais la transformer en data class. Donc je l'ai transformée en data class et je lui ai dit qu'elle est gelée. Donc concrètement, ça fait que toute tentative de mutation sur une instance item entraînera une exception. Testons. Et ben il se trouve que ça ne manque pas. Voilà, on est en plein dedans. Data classes frozen instance error cannot assign to field quality. Ouais, c'est pas étonnant. Donc là pour le coup, c'est mort. On fait machine arrière. Et je vais m'ajouter une petite to-do. Make item a frozen data class. Prochaine tentative, on va essayer de faire en sorte que la liste d'items, on n'y touche plus, qu'on ne la fasse plus muter directement. Donc, comme je vous disais au début, quand on a lu les spécifications, dans le cadre
de l'exercice, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de toucher à update quality, alors en tout cas au contrat d'interface. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas y toucher. Pareil pour self items, je ne vais pas toucher la classe. On va simplement dupliquer ça ici. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle créer une couche anti-corruption. Concrètement, ça fait qu'on a un contrat qui doit rester stable pour être consommé de la même façon en entrée et en sortie. Donc on a une classe GuildedRose, une méthode updateQuality, il y a des items dans chaque instance de GuildedRose, elles sont mutées et c'est comme ça que c'est consommé. Lorsque un consommateur va utiliser GuildedRose updateQuality, il s'attend à ce que self-items ait été changé. Donc, dans l'esprit, ça ne m'embête pas. Par contre, dans l'implémentation, j'aimerais garder un maximum de maîtrise sur le cycle de vie des items. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout bouger dans la méthode, dans une méthode qui est au-dessus. Et ici, on va faire un update quality avec des items. Et on va faire l'assignation. Ça, je n'en ai plus besoin. Function that has no return. Oui, ça c'est pas étonnant. Donc ici on n'a plus d'items. On va faire parfait. Donc ici items. Et ensuite on va les retourner. Items. Top. Est-ce que j'ai tout cassé? J'ai rien cassé pour l'instant. Ensuite, items. Alors je disais que les items étaient mutés, on a essayé une data class frozen. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les copier simplement. Hop. Ici il y a Copilot qui me file un petit coup de main plutôt sympathique. Et donc ici, à chaque boucle, on va faire un new items.append l'item en question. Ici on va retourner. Est-ce que ça fonctionne? Alors non, ça ne fonctionne pas. C'est bon, j'ai compris ce qui se passait. En réalité, l'implémentation va très bien. Il se trouve que c'est la façon dont on a rédigé les tests qui pose problème. Ici, on a items qui est une liste. On va ensuite l'injecter dans GuildedRose. Et en fait, moi je m'attendais à ce qu'on consomme GuildedRose.items. Finalement non, on utilise toujours cette variable-ci. Alors, même si on a introduit l'immutabilité, et bien justement, maintenant concrètement, une liste c'est un pointeur, une référence. Finalement cette référence ne change jamais. C'est toujours celle-ci qu'on va regarder, ce qui fait que lorsqu'on va muter GuildedRose.item, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on a un fixe qui est plutôt simple. On va plutôt faire GuildedRose.items. Donc là, ici, je vais juste faire tourner ce test. Ici, et voilà, ça fonctionne. On n'a plus qu'à faire la même chose. On va remplacer tous les asserts. Parfait, on y est. Alors pour la suite, je vous propose quelque chose d'un petit peu particulier. On aurait potentiellement deux approches. La première, ce serait d'aller prendre chacune des branches conditionnelles et essayer de la simplifier, la mettre ailleurs. Et la deuxième approche, c'est concrètement réimplémenter de zéro et ajouter au tout début une exclusion. Je vous montre concrètement ce à quoi ça peut ressembler un petit peu plus tard. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la classe item. Alors, dans l'énoncé tout à l'heure, on nous a dit attention, t'as pas le droit de toucher la classe items parce qu'elle appartient à un gobelin dans le coin qui entrerait instantanément en rage et vous tuerait d'un seul coup. Concrètement, c'est ce dont je vous parlais, le contrat d'interface items est utilisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier items, qu'on va aller à l'encontre de cette règle, on va le faire intelligemment. Le but, c'est de ne pas modifier le contrat d'interface, donc concrètement, qu'on ne modifie pas la façon dont on peut accéder aux attributs. Par contre, rien ne nous empêche d'aller modifier le fonctionnement interne de la classe item, et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va quand même en faire une data class. Hop.
Ici c'est une string, ça c'est un int. Et d'ailleurs on va faire un truc important, c'est qu'on va commencer à typer. On va commencer à typer nos champs. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais faire un petit commit. Ici in items collection. Pendant les tests, on a fait un truc particulier. Je vous parlais de Ubiquitous Language, qui nous provient du Domain Driven Design. Concrètement, on s'est déjà posé les bonnes questions en ce qui concerne la terminologie qu'on doit employer. Donc, je vais reprendre exactement la même terminologie que dans les tests, donc à savoir Legendary, Backstage Passes, et l'autre c'était se bonifier, donc Ennobling. Donc ici, puisque je disais que je n'allais modifier que le comportement interne de la classe, je ne vais pas exposer ce comportement que je suis en train de créer. Donc je vais ajouter un tiret bas, c'est la convention Python pour toute méthode ou attribut privé. On va voir ennobles. Hop. Peut-être ennobling, ennobling. Allez hop. Ici je touche à rien pour l'instant. Alors Legendary, top. Et Backstage Passes. Et ce qu'on va faire dans ces propriétés, c'est plus ou moins ce qu'on a fait tout à l'heure. On va introduire des variables, des constantes, pardon. Donc là, on va reprendre tout ce qui nous vient des tests. Ici, parfait. Maintenant que ça, c'est ailleurs, on va les récupérer d'ici. Est-ce qu'on a tout cassé? On n'a rien cassé. Vous voyez quand je vous disais que c'était super important d'avoir des tests. Ici, en termes de boucle de feedback, je m'assure que toute modification n'entraîne aucune régression, que j'ai rien cassé. Et ça, c'est quand même plutôt confort. Donc, ces propriétés, elles vont très simples. Si... Alors, non. On va faire ça. Hop. Si le name, c'est HBRI, et lui, il a tout compris. Sulfuras, Backstage Passes. Parfait. Donc, on va se servir de ces propriétés pour savoir si on a affaire à un item qui se bonifie avec le temps, qui est légendaire, ou qui sont des passes de backstage. Pour la suite, on va créer une nouvelle méthode. Alors cette fois-ci, elle sera publique. On va faire compute after a day. Hop. Toujours dans le principe de l'immutabilité, on va faire en sorte qu'il retourne une instance d'item. Pour l'instant, on retourne self, on retournera quelque chose d'autre plus tard. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ici, on va mettre une petite barrière à l'entrée. Item.name not in. On va avoir du bris, du sulfuras. Hop, alors là pour le coup, je vais commencer à désactiver Copilot parce que ces suggestions, enfin, il n'arrive pas à comprendre ce vers quoi je veux aller et donc ces suggestions ne seront pas pertinentes. Si c'est ça, on va utiliser donc la méthode item, compute. Ah, vous savez ce qui se passe? Il n'a pas conscience du type, évidemment. Ok, donc là, normalement, il me le complète, c'est parfait. Ici, on va donc avoir new items.append. C'est parfait. Et donc là, pour le coup, on veut qu'il s'arrête sur son tour de boucle. Et donc on utilise le mot-clé continue. Concrètement, c'est l'équivalent d'un return, mais au sein d'une structure de contrôle comme for, on ne souhaite pas faire un return qui va aller au-delà de la fonction, enfin au-delà de la boucle for qui va faire un return sur toute la fonction. On veut qu'il s'arrête sur son tour de boucle actuel et qu'il reprenne l'item suivant. Parfait. Donc là ici, si je fais tourner les tests, là pour le coup, on va avoir les premiers tests qui vont fail, parce que c'est exactement là où on veut gérer le nouveau comportement. J'aimerais bien introduire la notion de multiplier. Quality multiplier. Alors, de base, c'est à 1. Si Céline supérieur à 0, et sinon c'est à 2.
Ensuite, on va calculer la quality. Alors, il y a un truc que je vais faire, je vais aller sur un raisonnement très simple. Il y a un edge case que j'ai en tête, que je ne vais pas gérer, et vous allez voir que les tests vont me rattraper. Donc, on va directement faire un return item avec le name Céline égale self.Céline -1 et on va faire la quality qui est égale à self.quality moins quality multiplier. D'ailleurs, multiplier c'est peut-être pas le bon naming parce qu'on est en train de subtracteur, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui fonctionne. Alors, après un petit tour sur Word référence, je vais plutôt parler de decrease. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Is not assignable to return self at item. Et oui, alors ça ne m'étonne pas. On va plutôt faire ça. Ok. Maintenant, voilà, ça c'est parfait. Donc, on a les 3 tests qui partent en cacahuète tout à l'heure, qui sont verts, et par contre, on a cet edge case dont je vous parlais qui n'est pas géré. Et donc, le test en question, ici, on va aller là. Ouais, il nous dit quoi? Il nous dit -1 est différent de 0. Effectivement, la qualité n'a pas le droit d'être négative. Donc on va gérer ça. Quality égale self.quality moins quality decrease. Et on va prendre le maximum entre ça et 0. Quality. Et c'est vert, c'est parfait ça. Il est temps de faire un petit commit. Behavior into the item. Alors pour la suite, j'aimerais bien m'occuper du vieux bris. Donc on va le retirer de notre petite barrière à l'entrée. Donc là, si je fais ça, il va nous dire que ça pète. Concrètement, avant, si c'était un des cas spécifiques, Sulfuras, Backstage, Passes ou Edge Bris, il n'allait pas dans cette branche conditionnelle et donc il allait dans le vieux code dont on souhaite se débarrasser. Ici, je lui dis, si c'est du vieux bris maintenant, tu rentres bien dans cette condition et donc tu vas bien aller dans Compute After a Day. Sauf que malheureusement, ici, le Compute After a Day ne sait pas encore gérer les items qui se bonifient avec le temps. Alors pour ce faire, je vais éviter les if-else, c'est un parti pris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gérer le cas de base tout en haut, et ensuite je vais dévier. Si self.enobling, dans ces cas-là, la quality ce sera self.quality plus quality decrease. Donc comme tout à l'heure, il y a un edge case que je n'ai pas géré, pardon. Et on va voir ça ici, voilà, test quality cannot exceed 50. On est exactement dans le même cas que tout à l'heure, donc on va faire cette fois-ci le minimum entre 50 et quality plus quality. Alors d'ailleurs, on parle de decrease, mais c'est pas forcément un decrease. Ouais, plutôt variation. Et les tests sont ouverts, c'est parfait. Alors maintenant, on va pouvoir faire quelque chose de très très cool, et c'est supprimer du code. Et ça c'est très cool. Donc, maintenant qu'on gère le vieux bris, on va pouvoir retirer tout ce qui concerne le vieux bris. Backstage pass, if... si ça c'est différent, donc le if else, alors ça c'est quand même... Là du coup ça va être un petit peu compliqué de raisonner autour de ça, donc si ce n'est pas du vieux bris, dans ce cas tu rentres là-dedans, sinon, donc concrètement, la branche qu'on souhaite garder c'est celle-ci, si ce n'est pas du vieux bris, hop, et c'est le else qui concerne le vieux bris dont on va se débarrasser. Alors,
Si je cherche age brie, ok, on a ça. On a ça ici. Et les tests sont passants. C'est parfait. Il est l'heure de créer le petit commit qui va bien. Pour la suite, on va faire exactement la même chose. On va prendre les backstage passes. Ah, peut-être pas les backstage. Non, ceux-là sont un petit peu plus compliqués. On va prendre le sulfuras. If self. Legendary. Hop. Ici. D'ailleurs, ça c'est plutôt pas mal. Alors, un truc auquel j'avais pas pensé, c'est ce qu'on appelle les early returns. Quand on est dans une fonction, pour simplifier les branches conditionnelles et la lecture, on va faire un maximum de if sans else et on va vouloir faire des retours relativement tôt. Donc là, c'est ce que me propose Copilot et c'est ce que je vais faire pour l'autre. Alors, peut-être pas, vous me direz. Là, je me pose la question de la répétition. Self-name, c'est quelque chose qui va pas bouger. On verra pour les early returns un peu plus tard. On va rester là-dessus. Donc si c'est légendaire, la quality, très bien. On va faire un petit quelque chose aussi, parce que finalement, quand c'est légendaire, on va aussi toucher à la date de péremption. Donc le comportement classique, pardon. Le comportement classique, c'est ça. On va retirer un jour de la selling date. Et donc ça ici, sell in. Oh là, pas du tout, je suis pas dans la bonne fonction, pardon. Et ici, sell in. Ouais, c'est bon. On va y arriver. Donc là, ça passe, mais j'ai pas fait ça. Je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Eh bien, il semblerait que je n'ai rien oublié. Ça, c'est très cool. Donc, on a retiré sulfuras. On va pouvoir retirer tout ce qui concerne le cas exceptionnel de sulfuras. Donc, concrètement, si ce n'est pas sulfure, donc ça, on n'a plus besoin de cette fonction, de cette branche-là. Si ce n'est pas du sulfuras, c'est toujours le cas. Si c'est différent de sulfuras, on n'a plus besoin de ça. Suspense. Je n'ai rien cassé. On n'a plus qu'à créer le petit commit qui va bien. Behavior in item. La suite logique, ce sont les backstage passes. Voilà, on y est. Alors, je suis pas très satisfait de cette vingtaine de lignes, mais dans tous les cas, on est sur quelque chose qui est quand même sacrément plus compréhensible que ce qui est en train de se passer ici. Et donc ça fait que on va pouvoir faire ceci. Ici d'ailleurs, vu que compute after a day est immutable, on n'a plus besoin de deep copy. Et on va pouvoir faire compréhension de liste. Tab for item. Parfait. Maintenant, si je fais tourner les tests, est-ce que c'est vert? C'est vert, c'est parfait. Ça fait plaisir. Le petit commit. Si je reviens sur ma petite to-do, normalement, frozen égale true ne devrait plus nous jeter d'exception. On est bon, ça veut dire que l'implémentation ici ne fait que de la lecture, et donc le fait qu'on retourne un nouvel item systématiquement fait qu'on n'a plus besoin de faire muter ces instances-là, et ça fait plaisir. Vous remarquerez qu'on a passé beaucoup plus de temps dans cette vidéo à faire tout sauf implémenter cette nouvelle fonctionnalité. Malheureusement, c'est ce qui se passe généralement dans la vraie vie quand on doit ajouter un nouveau comportement dans du code qu'on pourrait considérer comme étant legacy.
à savoir du code qui n'est pas testé, du code potentiellement vieillissant, ou en tout cas dont on a perdu de la connaissance collectivement. Ici, tout à l'heure, on voyait que c'était implémenté par quelqu'un qui s'appelait Leroy, qui est parti de l'auberge, et donc on a pu son cerveau pour nous aider. Et bah, ça fait qu'on se retrouve à essayer de gagner en compréhension du système et ajouter des tests, faire du refactoring pour que le code soit plus clair, plus maintenable. Donc nous voilà, la nouvelle fonctionnalité, à savoir savoir gérer des objets, des items conjurés dont la qualité se détériore 2 fois plus vite. Alors, ici, on va se retrouver dans un cas relativement classique. On a Alison, notre aubergiste, qui a son idée en tête, mais qui n'a peut-être pas couvert tous les cas. Alors ici, elle parle de détériorer les qualités. En réalité, alors je lui poserai la question, hein, si j'avais Alison en face de moi, je lui demanderais, d'accord, la qualité peut se détériorer, mais du coup pour les articles, pour les items qui se bonifient avec le temps, est-ce qu'on est d'accord que du coup ils se bonifient également 2 fois plus vite? Et est-ce que je vais demander de couvrir le vieux bris, les passes de backstage et c'était quoi? C'était le sulfuras, l'article légendaire. Est-ce que ces 3 exceptions-là sont bien couvertes par ces objets qui sont conjurés? D'ailleurs, la notion de conjurer, concrètement, c'est cette string-là. Donc dès lors qu'on a conjured au début du nom de l'article, on va considérer que cet article est conjuré. Petite passe pratique, moi je vous propose de faire ça en TDD, Test Driven Development, avec un Red Green Refactor, donc un test au rouge, ensuite on fait l'implémentation et on fait passer ce test au vert, et ensuite éventuellement au refactor. D'ailleurs c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que on n'avait pas l'étape de green, enfin pardon, on n'avait pas l'étape de rouge, de red, parce qu'on voulait que les tests soient ouverts tout de suite parce que l'implémentation était déjà en place. Mais concrètement c'est ce qu'on a fait. On a ajouté plein de tests avec une bonne couverture de tests et ensuite on a fait du refactoring, du refactoring. Allons-y, et est-ce qu'on a notre acolyte? Ok, il est bien activé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Bah c'est incroyable ça, hein. On va contrôler ce qu'il nous dit. On teste que les items conjurés se dégradent 2 fois plus vite. Conjured mana cake, très bien. 3 à 6. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, on va gérer uniquement le cas de la dépréciation, pas de la bonification. Donc ici, si je fais tourner les tests, on a bien ce test qui est rouge, et il nous dit que 5 est différent de 4 parce qu'il s'est déprécié que d'un seul point. Pour l'implémentation, je vais reprendre exactement ce qu'on a fait ici. Conjured préfixe égale conjured avec un espace. Conjured returns. Mais regardez, la suggestion Copilot est plutôt pas mal. C'est exactement ce que j'allais faire, donc conjure, il a modifié la docstring. Si la string, donc le nom de la string, commence par le préfixe conjured, dans ce cas, on considère qu'il est conjuré. Et alors là, je parlais de variation, et on va parler de multiplier. Multiplier. Parfait. Hop. Alors ça c'est intéressant. Alors il ne le fait que dans le cas classique, il ne le fait pas pour le reste des cas. Donc ça pareil, c'est un élément important du Test Driven Development. On ne fait que le strict minimum pour faire en sorte que le test passe au vert. Toute autre implémentation soit sera couverte par un autre test, soit fera l'objet de la fin de la boucle, à savoir le refactoring. Donc là on va concrètement essayer de ne répondre qu'au test de dépréciation, sans gérer les exceptions. Testons, c'est vert, c'est parfait. Comme d'habitude, le petit commit qui va bien. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est la première fois qu'on utilise le préfixe feature, et ça c'est très cool. Initiation, hop. Pour la suite, et bah ça c'est plutôt pas mal. On teste que les items conjurés
se déprécie 2 fois plus vite. Alors du coup c'est pas twice as fast, hein, c'est 4 fois. 4 times as fast after. Tac. Donc là. Alors ça c'est bizarre. Le test est vert. Et non, c'est pas bizarre, parce que finalement, la variation, elle est ici. Si l'objet est périmé, dans ce cas c'est 2, et donc 2 fois 2 ça fait 4, c'est parfait. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. Je vais refléter ça dans le commit. Je vais juste faire un. Donc c'est commit amend et no edit. De retour ici. Test conjured items cannot get negative. Alors celui-là, j'ai pas trop envie de le tester. Non, j'ai pas envie de le tester. Je vais plutôt tester les objets qui se bonifient. Parfait. Là, du coup, ça va fail, mais ça va fail à 21 au lieu de 22. Ça, c'est parfait. Donc maintenant, en termes d'implémentation, on a bien le multiplier, la variation. Il va falloir qu'on l'ajoute. Alors c'est là où on voit la limite ici de mon implémentation qui commence à devenir relativement complexe et pas forcément des plus visibles. On pourrait aller un peu plus loin. Dans le refactoring, on pourrait notamment utiliser un pattern strategy pour calculer la qualité. Je vais pas aller jusque là. On va se suffire de cette forme là. Donc là j'ai ajouté le multiplier à la variation pour le vieux bris et ça passe. Le petit commit qui va bien. Conjured items. Est-ce que Copilot saura nous aider? Ça sent plutôt bon. Donc là on a un test qui devrait passer tout de suite. Et oui. Donc on teste que le vieux bris qui se bonifie avec le temps lorsqu'il est conjuré se bonifie 4 fois plus vite lorsque il a expiré. Parfait. Donc comme tout à l'heure, ça concerne la même feature. Je pense qu'on peut... Donc là j'ai fait un commit amend pour ajouter ce test au dernier commit. Maintenant, je ne vais pas tester ce comportement en particulier. Legendary items never degrade. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Donc ça c'est parfait, ça veut dire que notre implémentation de base est plutôt résiliente et que lorsque c'est Legendary, on fait rien de spécial. Qualité à 80, Céline qui ne bouge pas. Que l'article soit conjuré ou pas, ça change rien. Le petit commit qui va bien. Never degrade. Pour la suite et fin de ce kata, je vous propose de terminer de tester notre comportement avec une fonctionnalité de PyTest qui s'appelle Parameterize, qui va nous permettre de faire tourner le même test avec différents arguments qui sont nommés sell-in et expected. Donc on va faire varier la date, la date de vente des items et on va vérifier que la qualité attendue est bien celle qu'on a. Et donc voici la syntaxe, on va en faire plusieurs, on va faire le cas classique avec une sell-in date à 20, puis à 10, puis à 5, puis à 0, et donc on s'attend à ce que la qualité de passe de 5 à 7 pour le premier, de 5 à 9 pour le deuxième, de 5 à 11 pour le troisième, et qu'elle bascule à 0 lorsque l'item est périmé. Allons-y, et nos tests sont au vert, c'est parfait, comme d'habitude. Back. Stage passes. C'est terminé pour nous. J'espère que cet exercice et ce kata vous ont plu. Et je vous dis à bientôt.